Bonjour à tous, je suis Pierre du Ciné-Club La Grotte Chaude et aujourd'hui on va parler de Sans un bruit et plus particulièrement de films qui auraient tenté de surfer sur son succès. S'agit-il vraiment de plagiat ou bien sont-ils simplement le signe que John Krasinski est parvenu malgré lui à donner naissance à une nouvelle mode? C'est parti pour une analyse des plagiats supposés de Sans un bruit. En 2018, Sans un bruit a été une vraie surprise. Ce film d'horreur post-apocalyptique, réalisé par John Krasinski, pas forcément très attendu à l'origine, a en effet conquis la critique comme les spectateurs, avec son ambiance empreinte d'une tension permanente et sa réalisation soignée. Porté par un budget de seulement 17 millions de dollars, il en a rapporté plus de 340 millions au box-office mondial. Le concept du film, où une petite famille est contrainte de survivre dans le silence le plus total pour échapper à des créatures aveugle mais doté d'une ouïe extrêmement développée, simple mais efficace et pour beaucoup dans son succès. Son mix de suspense, d'horreur, de minimalisme et de drame familial a créé une expérience cinématographique immersive unique. Et cette belle réussite a naturellement engendré une suite, Sans un bruit 2, qu'on a d'ailleurs attendu un poil plus longtemps que prévu, puisque sa sortie a été retardée en raison de la pandémie de Covid. Le film devait sortir, il était prêt, et puis paf, confinement. Pendant des mois, on a vu son affiche partout dans les rues, sur les bus et dans les métros, créant une anticipation énorme avant sa sortie en 2021. Cette attente n'a fait qu'amplifier l'enthousiasme autour de la franchise, et le deuxième film a finalement rencontré un succès similaire à celui de son prédécesseur. En parallèle, on a aussi un préquel intitulé Sans un bruit jour 1 qui vient tout juste de sortir dans nos salles. Ce nouveau volet, que j'ai trouvé personnellement un poil en dessous des deux précédents en termes de trouille, explore les événements ayant conduit à l'apocalypse, offrant enfin aux fans un véritable aperçu des premiers jours de la catastrophe, cette fois-ci dans une grande ville, contrairement aux deux premiers films qui se déroulaient à la Cambrousse. Et c'est pas tout, puisqu'un vrai troisième opus qui fera suite à Sans un bruit 2 est déjà en préparation. Bref, vous l'aurez compris, Sans un bruit ça cartonne et c'est une franchise lucrative. Et plusieurs films présentant un concept similaire sont sortis dans la foulée, mais sont-ils vraiment des copies? Parmi ceux-ci, il y a d'abord eu Bird Box, sorti sur Netflix quelques mois seulement après le carton en salle du premier Sans un bruit. Comme le film de John Krasinski, Bird Box est un film post-apocalyptique. Il met en vedette Sandra Bullock dans le rôle de Mallory, une femme qui, avec ses deux enfants, doit survivre dans une forêt. Ici, ce n'est pas la parole qui pose problème, mais la vue. Les protagonistes tentent de se protéger de créatures inconnues et très dangereuses en portant des bandeaux sur les yeux pour éviter de voir ces entités surnaturelles qui incitent ceux qui les regardent à mettre fin à leur jour de façon quasi instantanée. Le film alterne entre des flashbacks de la vie de Mallory avant l'apocalypse et son périlleux périple vers un sanctuaire supposément safe. Durant ce voyage, Mallory et les enfants rencontrent plusieurs obstacles, dont des survivants devenus fous qui cherchent à forcer les autres à regarder les entités. Bon, c'est sûr, il y a plusieurs choses dans Bird Box qui rappellent Sans un bruit. Déjà, il y a l'aspect familial de cette histoire de survie, puisque, tout comme dans Sans un bruit, l'accent est mis sur la protection des siens face à une menace omniprésente et invisible. Ensuite, les deux films utilisent des entités mystérieuses pour créer une atmosphère de terreur. Dans Sans un bruit, ce sont des créatures attirés par le son, tandis que dans Bird Box, ce sont des entités qui poussent les gens à se foutre en l'air. Et puis, bien entendu, les deux récits se déroulent dans des mondes post-apocalyptiques où l'humanité est décimée et les survivants doivent s'adapter à de nouvelles règles pour éviter la mort. Alors là, tout de suite, on pourrait se dire qu'il s'agit effectivement d'une copie de Sans un bruit. Sauf que Bird Box, c'est d'abord un bouquin de Josh Malerman sorti 4 ans plus tôt. Et puis au-delà de ça, il semble peu probable que Sans un bruit ait inspiré sa mise en chantier. Seulement 9 mois séparent la sortie des deux films. C'est un peu court pour élaborer une grosse production comme Bird Box. Alors, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, je pense pas qu'on puisse affirmer que Bird Box est un plagiat de Sans un bruit. Ça y ressemble, mais après tout, les films d'horreur axés sur la privation sensorielle, c'est pas un nouveau truc. On peut notamment citer Hush et son écrivaine sourde faisant face à un tueur, Don't Breathe et son bad guy aveugle
aveugle très balèze, ou encore Les yeux de Julia, un film espagnol de 2010 qui suit une femme qui enquête sur la mort mystérieuse de sa jumelle alors qu'elle perd progressivement la vue. Bref, passons à l'autre gros plagiat présumé de Sans un bruit avec The Silence, sorti en 2019 et réalisé par John R. Leonetti. Le film met en scène Stanley Tucci et Kiernan Shipka dans une histoire de survie face à des créatures aveugles qui sont attirées par le son. Ok, là ça commence à ressembler vraiment très fort à Sans un bruit. Dans The Silence, une famille tente de survivre à une invasion de créatures aveugles qui sont dotées d'une ouïe surdéveloppée, et on les appelle les Vesps. Ces créatures ont été libérées par inadvertance d'une grotte souterraine. La famille se réfugie dans une maison isolée, espérant échapper aux Vesps en vivant en silence. Comme dans Sans un bruit, ils doivent s'adapter et apprendre à ne plus faire le moindre bruit susceptible d'attirer les créatures. Bon, c'est sûr, la menace est quasiment la même que dans le film de John Krasinski. Et puis, l'histoire est une nouvelle fois centrée sur une famille, et là encore, ses membres doivent apprendre à rester silencieux pour survivre. Sauf que, comme pour Bird Box, c'est basé sur un livre publié bien avant la sortie de Sans un bruit. Mais c'est pas tout. The Silence est donc une adaptation d'un roman éponyme de Tim LeBon, publié en 2015. Carey et Shane Van Dyke, les deux petits-fils de l'acteur Dick Van Dyke, l'ont adapté en un scénario en 2016. Et le film a été tourné en début d'année 2017. On est donc un an avant la sortie de Sans un bruit. Et c'est là que le distributeur Global Road Entertainment achète les droits de distribution de The Silence en Amérique du Nord. Le film aurait dû donc sortir bien avant Sans un bruit, sauf que Global Road Entertainment a très rapidement rencontré des problèmes financiers assez costauds qui ont retardé sa sortie. Dans la panade, le distributeur a fini par vendre les droits de distribution de ce film à Netflix à l'été 2018, avant de faire faillite à l'automne. Netflix n'a donc pas du tout produit ce film, mais la plateforme l'a acheté au bon moment, pile quand Sans un bruit commençait à cartonner, ce qui est plutôt une bonne affaire. Et alors là, accrochez-vous. Figurez-vous que Stanley Tucci, qui joue le daron dans The Silence, Emily Blunt, l'actrice principale de Sans un bruit, c'est la sœur de sa femme, Felicity Blunt. C'est quand même une sacrée coïncidence, et c'est probablement pour ça qu'il se murmure que John Krasinski, le réalisateur de Sans un bruit, par ailleurs marié à Emily Blunt, aurait lu un premier jet du scénario de The Silence en 2016, avant de décider de l'adapter à sa sauce avec ses co-auteurs Scott Beck et Brian Woods. Alors c'est une information à prendre avec de grosses pincettes, mais si c'est vrai, on pourrait donc dire que c'est Sans un bruit qui a plagié The Silence, et pas l'inverse. Mais bon, comme dirait l'autre, c'est à vous de voir. On vient donc de constater que les deux films qui sont considérés par beaucoup comme des plagiats de Sans un bruit, ils en sont objectivement pas. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même avoir quelque chose à se mettre sous la dent parce que j'ai trouvé un film qui a tout l'air d'en être un. En 2020, il y a un film qui a tenté très fort de se faire passer pour Sans un bruit, pile quand on attendait impatiemment que Sans un bruit 2 finisse par sortir. Et pour le coup, on a de vraies raisons de penser qu'il s'agit d'une pâle copie. Déjà parce que le titre initial du film en question c'était Silent Place, alors que le titre anglais de Sans un bruit c'est A Quiet Place, ce qui se traduit plus ou moins de la même façon, un endroit silencieux. Pour sa sortie, ce film a finalement été renommé Don't Speak, mais son affiche a clairement été conçue pour nous faire penser à Sans un bruit avec son décor campagnard et son monstre sans yeux qui n'est pas sans rappeler les créatures du film de John Krasinski. Et en plus, le film est produit par une boîte qui est connue pour capitaliser sur des licences connues sans vergogne. Il s'agit de Proportion Productions qui a notamment donné naissance à une copie de l'adaptation du bouquin Cimetière de Stephen King, mais aussi à un paquet de films au titre trompeur, parmi lesquels Amityville Scarecrow, Amityville Witches, Final Scream, Monster Nado ou encore The Conjuring Jenny. Là, déjà, ça commence à sentir très fort le plagiat. Ajoutons à ça que le type qui réalise Don't Speak, c'est un certain Scott Chambers. Et Scott Chambers, il est connu pour avoir produit et joué dans les deux Winnie the Pooh, tourné à la hâte quand le personnage de Winnie l'ourson est tombé dans le domaine public. Alors là, je pense qu'on peut être convaincu, on a affaire à des roublards opportunistes, et d'ailleurs sur internet, tout le monde a instantanément crié au plagiat de Sans un bruit. Mais qu'en est-il vraiment? On va examiner ensemble Don't Speak pour voir s'il s'agit, oui ou non, d'un plagiat de Sans un bruit. Cette analyse contient des spoilers sur les films Sans un bruit et Don't Speak. Merci pour votre compréhension. Le film débute alors qu'une jeune femme qui étend son linge à la nuit tombée se fait attaquer par une créature aliénoïde. Et juste après, le monstre va s'en prendre à sa mère.
La dame, qui a compris qu'elle était menacée, décide de s'emparer d'un flingue. Alors là, on a un premier souci. Les munitions sont bien trop grosses pour le pistolet qu'elle garde dans son tiroir, et d'ailleurs, elle tente de les insérer dedans sans chargeur. Du coup, ça fonctionne pas très bien. Et puis, voilà, la mère se fait tuer. Voilà, l'intro est passée et on bascule maintenant sur l'histoire d'une petite famille qui vit à un autre endroit. La mère de famille est au téléphone avec la grand-mère qui se trouve être la voisine des deux femmes qui se sont fait buter dans l'intro. La grand-mère se retrouve seule car le papy est hospitalisé et la famille décide de partir lui rendre visite dans sa cambrousse. On découvre donc nos protagonistes principaux, Alan, le père, Rita, la mère, Ben, le fils, et Charlie, la fille, ainsi que le mec de cette dernière, Tyler, qui se joint au voyage sans raison particulière. Voyant que ses parents sont réticents à l'idée d'embarquer le jeune homme, Charlie fait à ses parents une précision importante. Okay, he's coming with us. Please don't give us a lecture, and no, we will not screw in Grant's house. And please, no sex talk. Okay, well then, Ty, welcome. Bref, ils partent en week-end à la campagne avec leur bagnole et leur caravane. Alors déjà là, on remarque un truc, c'est que le film est manifestement tourné en Angleterre, on le constate avec les bagnoles, les maisons et tout un tas de détails, mais bizarrement, les acteurs ont tous gommé leur accent pour se faire passer pour des Américains, et d'ailleurs, ils ne disent jamais rien qui prouve qu'ils sont en Angleterre. Bon, j'avoue que je comprends pas trop ce parti pris, parce que c'est pas grave qu'ils soient anglais et que ça se passe en Angleterre, et qu'en plus, ils galèrent un petit peu à parler avec l'accent américain. Mais bon, pourquoi pas. Bref, quand notre petite famille arrive sur place, ils découvrent que mamie a disparu et que la ville est déserte. Tout le monde a disparu, c'est pas juste la grand-mère, à l'exception d'un type agonisant dans un bar, et la plupart des systèmes électriques ne fonctionnent plus, de même que les lignes téléphoniques et le réseau pour les portables. Le type dans le bar explique au père de famille qu'une créature maléfique est en ville, et on en apprend un peu plus sur son origine. It got out. What did it? You gotta get out of here. It's gonna be okay. Hey, stay with me. You're gonna be okay. You're all right, man. Go! Run! On est donc sur un monstre potentiellement créé en laboratoire et il n'est pas du tout question d'invasion alien à l'inverse de Sans un bruit. Ensuite, Charlie se fait attaquer par la créature. Elle parvient à s'enfuir et découvre que sa grand-mère est retenue prisonnière dans un cocon. Mais pas le temps de la sauver, la créature lui colle au train et il faut fuir. Elle retrouve Tyler et essaie de se réfugier dans la caravane. Mais Tyler est manifestement complètement teubé et il ne se rend pas compte que si sa petite amie est couverte de sang, c'est peut-être qu'il y a un souci. Du coup, il crève. Charlie. Le reste de la famille revient ensuite et se retrouve nez à nez avec la créature toujours en train de déguster Tyler. Et c'est là qu'ils comprennent qu'il ne faut pas faire de bruit et foncent se planquer dans la maison. Alan, le père, explique ensuite qu'il pense avoir pigé comment fonctionne la créature même si on n'a pas trop compris comment il était arrivé à cette conclusion. It's sonic radar. It's hunting us by sound. Ensuite, le père part en mission sauvetage de Charlie, toujours coincé dans sa caravane, et tel John Krasinski dans Sans un bruit, il se sacrifie héroïquement pour que sa fille puisse survivre. Go! Now! Ensuite, Charlie explique à sa mère et à son frère qu'elle a croisé sa mémé dans un cocon à l'écurie, et elle découvre que les blessures que lui a infligées la créature ont une sale tronche, et qu'elle a maintenant des petits œufs sous la peau. Rita part ensuite tenter de sauver mémé à l'écurie, et on aperçoit Alan qui ne s'est donc pas vraiment sacrifié. Elle essaie de la libérer, mais le monstre se pointe, alors Rita se cache dans un grand seau d'eau. Mais comme elle est nulle en apnée, elle sort de l'eau en criant, ce qui n'a aucun sens dans ces circonstances, et attire le monstre. Mais son fils Ben l'a suivi,
et il crie à son tour pour détourner la créature. La créature poursuit Ben, mais Alan attrape son fils pour le cacher. Mais bon, Ben n'est pas très malin et environ 2 secondes après, il fait tomber des fers à cheval sur le sol et le monstre lui tombe dessus. Du coup, Alan joue encore le héros et tape dans ses mains. Le monstre se jette sur Alan et il prend très cher, mais Rita chope une pelle et fait du bruit pour attirer le monstre à son tour. Elle se fait poursuivre, se planque dans les toilettes de la caravane, mais de façon inexplicable, elle décide d'ouvrir la porte des toilettes et le monstre l'attrape. Et pendant ce temps, Alan rend son dernier souffle dans les bras de son fils Ben tandis que le jour se lève. Et là, on voit que Ben n'est plus le même. Il retrouve Charlie morte dans la maison avec des petites bestioles qui s'échappent de son bras et ça y est, il pète les plombs. Il va buter le monstre. Il trouve un flingue qui m'a l'air encore plus bidon que celui du début du film et décide, sur une musique grave pompée sur celle de 28 jours plus tard, d'aller se confronter au monstre. Dans la caravane, il trouve sa mère qui est dans un cocon qui a l'air d'être fait en rideau de douche. Et puis sa mère crie pour être bien sûr d'alerter le monstre. Et puis Ben braque le monstre, mais le coup ne part pas, on se dit qu'il va mourir. Et soudain, des militaires tournicotent autour de lui et éloignent Ben avant de se mettre à tirer sur le monstre hors champ. Parce que je pense qu'ils sont juste 3 et que ça y est, il n'y a plus de budget. Ben découvre qu'il a aussi des œufs sous la peau. Et hop, c'est la fin du film. Alors, écoutez, c'est pas terrible, mais c'est quand même pas totalement nul. C'est généreux, il y a beaucoup de gore, il y a beaucoup de sang, et puis il y a pas mal d'effets qui sont fabriqués en dur, des effets pratiques. La créature, c'est un mec dans un costume, un peu comme dans le premier Alien, et ça marche plutôt pas mal. Et je trouve ça cool qu'ils aient pas opté pour un monstre tout pourri en CGI. Après, il y a beaucoup de longueur quand même, et chaque scène pourrait être raccourcie de moitié. Et puis, je pense que le problème majeur du film, c'est que les personnages n'arrêtent pas d'avoir des réactions débiles, ce qui fait qu'on s'en tamponne complètement quand ils finissent par se faire avoir par le monstre. Mais au-delà de ça, je trouve qu'on peut pas dire que c'est un plagiat sans un bruit, surtout si on fait abstraction de l'affiche et du titre trompeur. C'est plutôt un genre de fourre-tout opportuniste qui pompe autant sur Alien que sur Sans un bruit et tout un tas de trucs, le genre de film qui pullulait sur le marché de la vidéo dans les années 80 et 90, dans le plus grand des calmes. C'est pas du tout original, c'est pas très bien et c'est très en dessous de Sans un bruit, mais compte tenu de son faible budget, qui est estimé à environ 10 000 $, c'est pas si nul. On a vu bien pire, et si vous en doutez, je vous invite à jeter un œil à ma vidéo sur Amityville Bigfoot. Au moins, Don't Speak, lui, il a le mérite de ressembler plus ou moins à un vrai film. Alors après, je vous recommande pas vraiment de le regarder, mais si vous voulez tenter le coup, il est dispo gratos sur YouTube, je vous ai mis un lien dans la description. Bon, et voilà, et finalement, je crois qu'on peut dire qu'il n'existe pas encore d'authentique plagiat de Sans un bruit. Mais si vous en connaissez un, je vous invite à m'en parler en commentaire, je me ferai un plaisir de découvrir ça, parce que moi, j'ai rien trouvé. Et si vous êtes encore là, il est temps pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et de vous dire à très bientôt, ici ou ailleurs, pour de nouvelles découvertes. C'était vraiment très intéressant.